Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 24 septembre 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre comme d'habitude connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés pour terminer la semaine où on constate quand même que Evergrande pèse sur la tendance actuelle. Toutefois, le pire n'est pas certain, comme je vous le disais. Avant ça, hier, Wall Street a terminé en hausse, soutenu notamment par les annonces de la Réserve fédérale américaine mercredi, laquelle semble avoir rassuré les investisseurs avec sa position sur le tapering et sur le relèvement des taux d'intérêt. Alors, la Fed a indiqué en tout cas qu'elle avait ouvert la porte à une réduction imminente de ses achats d'obligations sur les marchés et a annoncé aussi qu'elle envisageait une première hausse de taux plutôt que prévue. Donc, dans l'ensemble, comme vous avez pu le voir hier, ces annonces étaient globalement anticipées par les investisseurs qui s'attendent maintenant à ce que la Banque centrale américaine débute son tapering en novembre. Donc forcément, on a préparé suffisamment tôt les marchés à ce tapering, à une hausse des taux à venir. Alors, logiquement, ces données maintenant sont pricées dans les cours. Le jour où la Fed va commencer à démarrer son tapering, effectivement, peut-être que les marchés pourraient créer quelques turbulences, quelques secousses, mais logiquement, on ne devrait pas avoir de grosses corrections étant donné que Jérôme Powell a préparé le terrain maintenant depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les investisseurs ont fait fi de données indiquant une hausse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, alors qu'un ralentissement de l'économie au troisième trimestre était anticipé. Ce matin, en Europe, on recule, on efface une partie des gains de la veille face, encore une fois, au regain d'inquiétude suscité par les difficultés financières du géant chinois de l'immobilier Evergrande. Ça va rester un dossier épineux et à surveiller au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Le dossier est loin d'être clos, notamment parce que le groupe n'a publié aucune information sur le paiement, comme je vous le disais hier, des 83,5 millions de dollars d'intérêts obligataires qu'il devait verser jeudi. D'un autre côté, les autorités politiques chinoises restent pour l'instant muettes sur le sujet, mais la Banque populaire de Chine a procédé quand même à une nouvelle injection de liquidités dans le système financier. Donc, encore une fois, certes, le pire n'est pas certain, comme je vous le disais, mais pour autant, ce dossier va continuer d'alimenter les craintes des investisseurs, notamment si la Chine manque de transparence et continue de se renfermer sur elle-même. Je vous disais déjà que l'Empire chinois, c'est un milieu un peu opaque. Souvent, les chiffres sont bidouillés. Donc forcément, les investisseurs se montrent plus prudents sur le dossier, étant donné qu'on manque un peu de visibilité. Néanmoins, effectivement, on a eu plusieurs porteurs d'obligations émises par le groupe qui n'ont pas reçu jeudi les intérêts arrivés à échéance. Néanmoins, un éventuel défaut du groupe ne serait formellement constaté qu'au terme d'une période de grâce de 30 jours. Ce qui laisse finalement du temps à Evergrande comme aux autorités chinoises pour tenter de trouver une solution. Et donc finalement, c'est ce que le marché espère. Plutôt, le marché voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Se dit, certes, on a un manque de transparence et de communication de la part du Parti communiste chinois. Néanmoins, on a encore une période de 30 jours et
les autorités chinoises pourraient tenter d'agir pour justement renflouer en tout cas Evergrande et ne pas le laisser partir à la dérive afin que cela impacte l'économie et après par effet ricochet impacte l'ensemble du système financier mondial. Ce matin, dans un entretien à CNBC, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, estime, elle, qu'en Europe et dans la zone euro en particulier, l'exposition directe serait limitée en cas de défaut d'Evergrande. Pareil, Christine Lagarde, elle aussi, se veut dans l'ensemble plutôt rassurante. Enfin, pour terminer la semaine, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, doit s'exprimer à partir de 16 h lors d'un débat organisé par la Fed. Ce sera très clairement l'un des principaux rendez-vous de la journée, étant donné que nous n'avons pas de données macroéconomiques qui tombent ce vendredi. Néanmoins, je ne m'attends pas à de grandes annonces, étant donné que la réunion du FOMC s'est terminée mercredi et que Jérôme Powell a déjà effectué son discours. Donc logiquement, il devrait continuer sur sa lancée et rien n'annoncer en tout cas de nouveau dans ce débat organisé par la Fed à 16 h. Toutefois, les opérateurs seront bien évidemment attentifs et suspendus aux propos de Jérôme Powell. Côté macro, intéressant, nous avons eu donc un sondage qui a été réalisé auprès des opérateurs pour savoir si Evergrande aura un impact sur les marchés. Et force est de constater que la plupart des investisseurs estiment que oui, il y aura un impact. Effectivement, on a déjà eu un impact, on a eu une belle correction, mais qu'il sera limité. 8% estiment qu'on aura un impact significatif dans le mois, voire même pour plus tard. D'autres, 24%, un impact important, mais pas non plus catastrophique. Mais la majorité estime que oui, Evergrande fait peser un risque sur les marchés, mais que cela devrait impacter partiellement les marchés. Effectivement, on a eu une belle correction en ce début de semaine, mais vous voyez bien qu'en Europe, par exemple, le CAC 40 a retracé toute la baisse. Donc finalement, plus de peur que de mal, et les marchés continuent et espèrent en tout cas que le verre sera, on préfère voir le verre en tout cas à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Néanmoins, comme je vous le disais, ça reste un dossier épineux. À mon avis, on va en entendre encore parler jusqu'à la fin de l'année et ça va susciter des craintes à chaque fois, notamment si le Parti communiste chinois ne se positionne pas clairement sur le dossier pour savoir comment il va intervenir, même si, je vous le disais, la Banque populaire de Chine a déjà procédé à une nouvelle injection de liquidités, justement pour éviter un décrochage trop violent. Cependant, logiquement, on a encore une période de 30 jours, comme je vous le disais en introduction, pour une période de grâce de 30 jours, ce qui va laisser un peu de temps à Evergrande. Et les marchés espèrent surtout que les autorités chinoises vont communiquer assez rapidement et surtout tenter de trouver une solution pour éviter un impact trop violent dans leur économie. Ici, pour terminer, nous avons le graphique du VIX, donc l'indice de la peur. Effectivement, on constate que à la suite des déboires d'Evergrande, le VIX a accéléré à la hausse en direction des 28 pour finalement retomber. On est quasiment revenu au point de départ. Actuellement, on est en hausse ce matin, on est aux alentours des 20. Alors effectivement, l'action des marchés aujourd'hui face aux inquiétudes montre que on a encore
encore des craintes, si vous voulez, sur les marchés. On est quand même sur un niveau élevé et on n'est pas encore sorti de l'auberge avec le dossier Evergrande. Forcément, on a un VIX qui est quand même élevé, on est quand même bien retombé. Dans l'ensemble, on nous parle aussi toujours de Covid, notamment du variant Delta. Comme vous pouvez le voir ici, au mois d'août et septembre, durant la période estivale, on avait quand même quelques inquiétudes autour de la propagation du variant Delta. Le VIX était une nouvelle fois retombé, enfin, avait une nouvelle fois plutôt accéléré, mais finalement, il yoyote un peu entre les 24 et les 16. Donc, il y a quand même des craintes sur les marchés, même si on constate qu'on a des indices complètement haut perchés qui enchaînent les séances de hausse, notamment aux US. Je pense surtout au Nasdaq. Mais le VIX, lui, indique voilà, que la pression actuellement est retombée. Effectivement, si on avait eu un VIX au cours de la semaine qui serait resté au-dessus des 28,30, là, généralement, ce n'est pas bon signe. Je vous invite à regarder l'historique du VIX, notamment qu'on a eu le crack lié au Covid, et dès qu'on a dépassé les 30 et qu'on commence à s'installer surtout au-dessus des 30, généralement, on peut s'attendre à un choc plus important sur les marchés. Donc là, on a accéléré à la hausse et au bout de 2 jours, on est tout de suite retombé. Finalement, tout va bien actuellement selon les marchés dans le meilleur des mondes, mais le VIX est un indicateur en tout cas assez pertinent pour prendre la température des marchés, aussi en parallèle avec l'indice Fear and Greed de CNN Money que je vous invite à consulter pour savoir un peu le sentiment des investisseurs, savoir s'ils sont euphoriques ou au contraire s'ils cèdent à la panique. Donc j'aime bien faire un parallèle généralement avec le VIX et l'indicateur Fear and Greed de CNN Money. Et effectivement, on était tombé un peu ici on approchait du niveau de panique sur l'indice Fear and Greed. Et bon, généralement, les marchés derrière ont été rassurés et on constate qu'on a eu un joli creux de marché offrant même des opportunités. Néanmoins, on a un VIX quand même qui reste élevé, peut-être en mode cocotte minute justement, et voilà, il ne faudrait pas exclure, en cas de rebondissement sur Evergrande, une nouvelle accélération du VIX qui pourrait derrière provoquer quelques secousses une nouvelle fois sur les marchés. Côté graphique, ici, nous avons donc le CAC 40. J'évoquais avec vous les points positifs hier et négatifs. C'était le chandelier hebdomadaire et la sortie par le haut de ce canal baissier. Toutefois, je vous disais aussi que je n'aimais pas tellement la hausse qu'on avait dans le CAC, étant donné qu'en analyse technique, on évoquait souvent 3 types de gaps, rupture, continuation et épuisement, essoufflement. Et effectivement, c'était bien un gap ici d'épuisement. Le marché est en train de venir combler ce niveau. Donc oui, derrière, on a eu des annonces autour d'Evergrande, mais logiquement, on est monté en seulement 3 séances un peu haut, un peu vite, avec uniquement des gaps. Donc forcément, le troisième m'invitait en tout cas à la prudence sur cette cassure de résistance couplée à notre haut de canal, étant donné qu'on avait 3 gaps d'affilée et celui-là, pour moi, me faisait penser en tout cas à un gap d'essoufflement. Donc pour l'instant, on est juste venu combler le gap. Effectivement, dommage, on n'est pas une cassure des 6685. Et là, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on soit entre Kijun et Tenkan. J'aurais aimé qu'on casse très clairement les 6685 pour se repositionner dans le sens de la marche. Mais actuellement, bon, plutôt un niveau neutre, prisonnier entre Tenkan et Kijun en hebdomadaire.
Néanmoins, bon, on est sur un repli de marché. On peut aussi être sur un pullback, mais je note pas vraiment d'opportunité là très clairement sur le CAC. Attendons de voir aussi cet après-midi avec l'ouverture US. Effectivement, le sentiment qu'on est dans un pullback un peu agressif. Ça ne remet pas en cause non plus la reprise haussière. On est juste venu, on a retracé voilà, les 23,6, on est dessus, soutenu par la Kijun, mais j'aimerais maintenant qu'on repasse au-dessus des 6685. Là, les achats pour moi, je trouve que c'est un peu tôt, très clairement. Effectivement, on avait une petite divergence ici qui a plutôt bien fonctionné en données horaires. Vendre pas spécialement, comme je vous le disais, voir si le CAC 40 corrige pour nous former une ETI, un peu plus, si on accélère à la baisse. Ce serait aussi un scénario envisageable, mais plutôt neutre actuellement sur le CAC 40. Effectivement, par contre, si on enfonce le support des 6615, 6610, alors là, oui, je verrais bien une deuxième correction pour venir combler le deuxième gap. Là, on va nettoyer un peu le graphique. Voilà, on est venu combler le premier gap qui, pour moi, était un gap d'épuisement, d'essoufflement. Ici, on avait plutôt un gap de continuation, donc pas sûr que le marché vienne le combler en tout cas. Mais si on enfonce voilà, le support intermédiaire qu'on a ici aux alentours des 6615, 6610, alors oui, pourquoi pas tenter une vente pour venir chercher les 6570 et venir donc combler ce gap, prendre quelques points pour venir combler le deuxième gap. Mais sinon, la semaine prochaine, je surveillerai de nouveau la cassure des 6685 avec la Tenkan hebdomadaire pour repartir tout simplement dans le sens du flux et aller chercher les prochaines résistances. Là, en données 4 heures, prise d'appui sur un MM200 et surtout en données daily, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la clôture ce soir pour avoir un peu plus d'indications pour la suite. Soit on est dans un pullback, soit effectivement c'est un bull trap. C'est un bull trap au-dessus de ce niveau, on réintègre le canal et dans ce cas-là, objectif, aller chercher le gap juste ici. Le DAX. Le DAX, c'était le même scénario. J'étais pas convaincu, pareil, de la poursuite de la hausse. Je vous disais aussi que je voyais bien un retracement avant de repartir. Et donc, c'est chose faite. Comme évoqué hier, on était sur un gros morceau ici. Et je vous disais que ça sentait pas que ça sentait pas bon, mais que le flux acheteur manquait de carburant, tout simplement. On était encore une fois monté un peu haut, un peu vite, que le marché s'était peut-être un peu emballé, surtout que l'Europe surperformait les États-Unis dans leur rebond. Les bourses européennes avaient déjà reprise toute leur baisse, alors qu'aux États-Unis, notamment le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones, on était seulement sur les niveaux de 38,2. Donc je m'attendais à un rattrapage des bourses américaines et un repli pour peut-être reprendre notre souffle après quasiment 600, 700 points de hausse en seulement 3 jours. Donc là, c'est chose faite. Effectivement, on est venu combler le gap avec un gap encore une nouvelle fois. Donc on a de nouveau un petit trou d'air en données daily, juste ici. Vous voyez que là, ce gap-là n'est pas comblé. Mais pour autant, on est sur un bon niveau de support. Encore une fois, et je verrai bien une reprise derrière si ce support-là ne cède pas. Pour moi, la zone qu'il va falloir surveiller en données daily, je vais juste basculer en hebdomadaire. Ça va être intéressant de voir la bougie aussi hebdomadaire, comment elle se clôture. Dommage qu'on n'ait pas un plat Kijun pour vraiment confirmer le setup cassure Tenkan Kijun.
Mais néanmoins, si on arrive à clôturer au-dessus de cette Tenkan, encore une fois, hebdomadaire, ce serait de bon augure pour la suite pour aller chercher la borne haute de notre range daily. Maintenant, voilà, on est sur un support majeur. On a une belle zone de support ici. Donc, un niveau à travailler selon moi à l'achat comme à la vente. Effectivement, si on a juste un repli, j'aimerais savoir de combien on a retracé ici. Ouais, comme le CAC, on fait les 23,6 seulement. Donc un niveau à travailler à l'achat comme à la vente. Si on a un beau chandelier et que derrière, on peut très bien repartir, venir combler ce gap, mettre vite à break-even et aller chercher le prochain niveau. Et dans le cas contraire, si on est sur un bull trap, comme sur le CAC, avec la cassure de sa résistance et qu'on réintègre le canal, mais ici, on repasserait sous le support. Dans ce cas-là, un plan plutôt short pour retourner visiter les 15 310 points. Voilà en tout cas ma vision sur le DAX. On est très clairement sur une zone intéressante qui pourrait nous offrir des opportunités. Et là, en données 4 heures, en données 15 minutes, éventuellement à surveiller pour les traders intraday, on est dans un range. Voilà, range avec potentiellement à la clé un double creux si on repart. Donc, en cas de cassure, on ira chercher le gap en intraday. Et si on break, eh bien, on pourrait accélérer vers les niveaux de support. Le Dow Jones. Le Dow Jones a atteint son objectif des 61,8 de retracement de Fibonacci, comme évoqué hier. Je vais passer sur le cash, les futurs, pas sur le cash. Je trouve que les futurs sont plus pertinents. Néanmoins, notre chandelier a plutôt bien fonctionné ici. J'évoquais avec vous une étoile du matin doji un peu. Derrière, on a eu une belle hausse. On a quasiment pris 1,6 ou 1,7% durant la séance. On a clôturé sous résistance, mais on a quand même bien retracé. Je pense qu'on est sur les niveaux des 61,8. Voilà, on est venu chercher l'objectif des 61,8. Donc là, objectif majeur atteint, prise de bénéfice, on peut remonter son stop et garder un reliquat dans l'espoir qu'on fasse une rotation complète. En données hebdomadaires, pareil, ce serait bien qu'on clôture au-dessus de notre Tenkan. Ça permettrait d'aller chercher un peu plus haut la semaine prochaine, en tout cas, et d'éviter de se trouver dans une zone de neutralité prisonnier entre Tenkan Kijun. Maintenant, sur les futurs, Mini Dow Jones. Hop, là, pareil, ce serait intéressant qu'on clôture aussi au-dessus de notre Tenkan. Et donc là, on est arrivé sur une zone. Bon, donc, d'où l'intérêt de prendre des bénéfices, de remonter son stop. On peut très bien aller chercher plus haut, mais vous voyez que voilà, on a fait les 61,8. Donc c'était mon objectif hier. On avait en plus, j'évoquais avec vous à surveiller ce double creux. Donc objectif atteint, très clairement. Donc là, je passe neutre, enfin neutre dans le sens où un objectif majeur a été atteint, c'était les 61,8. Néanmoins, on est peut-être dans un range et donc une rotation complète est envisageable. Donc là, pas de plan de trading pour moi sur le Dow Jones, sauf pour celles et ceux qui étaient positionnés à l'achat et qui ont joué ce double creux. Dans ce cas-là, prise de bénéfice, on remonte son stop à break-even et on garde un reliquat dans l'espoir que le marché accélère et réussisse à casser les 61,8. Et si on casse les 61,8, effectivement, il y a une forte probabilité qu'on retrace tout le mouvement baissier et qu'on se dirige donc vers la borne haute du range.
Voilà mon scénario. Après, je n'exclus pas non plus des ventes sur ce niveau. Si on retourne sur les 61,8, on a des chandeliers intéressants pour vendre. Effectivement, c'est une zone. Encore une fois, il faut travailler les zones. Vous voyez que le marché a très bien réagi ici, ici et ici, dans les grosses zones qu'on travaille maintenant depuis plusieurs semaines. Après, en données horaires, bon, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Et pour moi, acheter ici, non, on n'est pas sur un niveau clé. Vendre, bon, il fallait se rapprocher de la zone. Voilà, de ce fait, je reste à l'écart. Un sentiment quand même haussier sur le Dow Jones, mais mon biais se confirmerait vraiment si on parvient à franchir la zone des 61,8. Là, pour moi, on a fait l'objectif majeur du double creux. Donc maintenant, j'estime que le job est fait sur le Dow Jones. Le Forex, suivi un peu des différents plans mis en place cette semaine, notamment euro-dollar, ça se confirme. En tout cas, hier, durant le briefing, je n'étais pas convaincu. Je me disais, bon, ça manque un peu de peps, tout ça. Et finalement, j'aime bien le chandelier haussier qu'on a fait sur la borne basse du range. Un chandelier de retournement, un avalement haussier, le nuage qui se met bien en plat, qui indique justement une phase de stabilisation des prix à venir, logiquement, et là derrière, un avalement haussier. Bon, eh bien, ça m'invite encore une fois à mettre en place une stratégie de trading range avec une invalidation sous les 1,1660, une première prise de bénéfices aux alentours des 1,18 et un objectif à 1,1875. Voilà. Sentiment qu'on est dans une phase de trading range sur l'euro-dollar. Bon, en données hebdomadaires, je n'ai pas beaucoup d'éléments, ni en données mensuelles. Le range daily est plus pertinent, très clairement. Je repasse en données hebdo pour voir si j'ai pas loupé un élément, mais bon. On est dans le nuage, tout simplement. Le premier objectif, ce serait d'aller chercher la Tenkan qui est située au milieu du range. Et après, les 1,1875. Voyons en données 4 heures. Que dire? Pas grand-chose en fait. J'ai rien à ajouter sur l'euro-dollar. Si éventuellement, hop, voilà. Ce canal baissier, bon là ce que j'aime bien c'est la cassure de la Kijun. On voit qu'on était quand même bloqué à chaque fois, on est repassé au-dessus. L'avalement 4 heures a été pertinent effectivement, mais je vous disais que j'attendais justement hier un avalement en daily. Là c'est chose faite, on est en train de retomber doucement. Bon, j'ai plutôt envie d'adopter maintenant un biais haussier sur cette paire. Je trouve que la bougie est belle, bougie flux, directionnelle, impulsive, sur un niveau de support. Bon, pourquoi pas espérer un petit repli supplémentaire pour se repositionner dessus, pour affiner justement ce ratio, avec un stop loss juste en dessous. Mais en tout cas, je passe pas vendeur. Très clairement, face à ce beau chandelier qu'on a eu sur un niveau clé, bien au contraire, plutôt le sentiment qu'un creux de marché est en train de se former et que l'euro pourrait reprendre des couleurs dans les jours à venir. GBP USD qui a bien décollé lui aussi.
Donc là, c'est stop loss à break-even. Il y avait moyen d'affiner avec notamment la divergence. 4 heures qui avait été validée durant la nuit, mais une prise de cette divergence était encore possible hier assez tôt dans la matinée. Et nous avons fait les 50%. Voilà. Et si je prends vraiment la mèche haute, quasiment. Le vrai départ, il est plutôt ici. Ici, stop loss à break-even. On est en train de retomber dans la zone, mais un objectif majeur a été atteint. En tout cas, via la divergence, retracement de 50% de la dernière vague de baisse. Je vais supprimer ça. Voilà. Retracement de 50% de la dernière vague de baisse, prise de bénéfice, on garde un reliquat et on met le stop à break-even. Aussi simple que ça. Et maintenant, ça va être intéressant de voir si on arrive à tenir notre moyenne mobile 50. En tout cas, pour l'instant, elle joue parfaitement son rôle de support. Parfois, on clôture légèrement en dessous, mais on n'a pas de grosse incursion sur le GBP USD. Et là, bon, je garde encore toujours un biais aussi acheteur sur cette paire. On était sur le bas du range. On a un support intermédiaire dans ce beau range, juste ici. Donc là, belle bougie haussière. On a pris quasiment 100 pips en ligne droite. Forcément, on retrace aujourd'hui. Mais néanmoins, voilà, on peut remonter son stop loss et le mettre juste en dessous de la zone. Car si c'est un pullback et qu'on repart, ce serait dommage de se faire sortir alors que notre scénario était bon. Et effectivement, l'objectif partiel de la divergence a été atteint, mais derrière, c'est de viser un peu plus haut. Ce serait d'une part de retourner sur les 1,38, venir taper cet oblique-là, et en cas de cassure de cette zone chaude, en plus la moyenne mobile 50 devrait un peu se mettre à plat ici, en cas de cassure de cette zone chaude derrière, venir TP, prendre un TP final aux alentours des 1,3914, 1,3970. Là, pour l'instant, rien d'alarmant. On remonte quand même son stop. Même si c'est un stop, on peut financer son stop. Peut-être pas le mettre à break-even pour celles et ceux qui sont rentrés un peu tard dessus, mais au moins, si vous avez pris des bénéfices sur le niveau des 50%, eh bien, financez votre stop loss. Le remonter partiellement. Certes, si on retombe, vous prendrez une perte, mais vous aurez quand même enregistrer des gains, donc vous allez financer votre stop loss par les gains engrangés en ayant TP sur la divergence. Donc voilà plusieurs scénarios, break-even où on remonte légèrement son stop loss avec une perte plus minime, mais au moins il est financé par les gains. Bref, voilà des idées en tout cas que je vous donne pour adopter une bonne gestion du risque. Je vais quand même voir en données 4 heures. Bon, à mon avis, on va retomber dans la zone de support. Et c'est ce niveau-là qu'il faudra surveiller. Soit c'est un pullback et on repart en direction du nord, sinon risque d'invalidation de ce beau chandelier haussier. Et dans ce cas-là, il faudra encore une fois retravailler la borne basse. Euro-yen, bon bah là, le TP1 a été fait. Objectif TP2. Donc là, c'était un plan. Il y a une possibilité de rentrer plusieurs fois dessus. Pour rappel, on avait, pour les retardataires, on a eu quand même plusieurs opportunités. C'était déjà le chandelier 4 heures, ici sur la borne basse du range pour les premiers arrivés. Effectivement, beau chandelier, bel avalement haussier avec un stop loss juste en dessous. Ensuite, on a été confirmé par un avalement haussier daily. Donc là aussi, possibilité une nouvelle fois de rentrer à nouveau.
Et hier, on avait une magnifique épaule tête-épaule et on est venu faire le pullback. Enfin, durant l'enregistrement, on était en train de faire le pullback et derrière, objectif atteint. Donc là, mon objectif, c'était les 129,17, 129,30. Bon, TP fait, objectif atteint. Là, on a validé une divergence, mais bon, elle ne part pas pour autant. Donc, pas trop inquiet. Et donc là, encore une fois, prise partielle de bénéfice et stop loss à break-even. Que vous soyez rentré sur l'avalement 4 heures ici, sur l'avalement daily ici, plus bas ici, sur la cassure et sur le pullback de l'épaule tête-épaule inversée ici, bon, eh bien, vous avez dû normalement effectuer une prise peut-être complète, j'espère plutôt partielle de bénéfice, et maintenant mise à BE du stop, break-even, très clairement. Là, on finance pas son stop loss, le marché est bien parti, on met à break-even. Et donc, objectif, borne haute du range. Encore une fois, d'où l'intérêt de garder un reliquat, de ne pas non plus couper toute sa position, car effectivement, plutôt essayer de couper ce trade en 3 fois, peut-être prendre 50% ici ou 25%, reprendre 25% ici. Si on atteint l'objectif 2, et l'objectif 3, c'est double creux. Et donc derrière, ce serait reprise assez folle, mais très important de garder un reliquat si effectivement on ne repart pas de nouveau à la baisse et qu'on casse, et derrière que le marché valide justement un joli double creux, ce qui pourrait permettre une belle accélération. Donc toujours intéressant de garder un reliquat, notamment quand on a déjà TP en amont. Voilà le plan sur l'euro-yen haussier. On a eu des belles bougies, là on empile des belles bougies vertes. Prochain objectif, si le marché ne retombe pas, chercher la borne haute. Et effectivement, j'aime beaucoup la réaction des prix, encore une fois, sur la moyenne mobile 50. Donc, je vais surveiller maintenant ce potentiel double creux qui pourrait justement derrière relancer la dynamique de fond haussière. On donne 4 heures. Bon, pour moi, on a quand même cassé le milieu du range. Le milieu du range, il se situait voilà, par ici, très clairement. Le milieu de range est à peu près par là. Bon, on a réussi à passer au-dessus. Logiquement, le marché devrait trouver la force d'accélérer pour aller chercher la borne haute. On fera le suivi la semaine prochaine de l'euro-yen. Le gold, maintenant, le gold, c'est pas évident. De nouveau un range. Donc là, intéressant, je note un chantier de retournement une nouvelle fois ici. Bon, celles et ceux qui ont pris la divergence, encore une fois, j'espère qu'ils ont TP ici, car le marché est retombé derrière. D'où l'intérêt d'avoir fait une prise partielle de bénéfices, d'avoir mis son stop à break-even, et derrière au moins on repart avec des gains. Et maintenant, je verrai bien un range 4 heures se former. Un range dans un range. Donc là, on a eu un beau chandelier, un beau marteau, suivi d'un avalement haussier. Bon, vous connaissez la suite, hein, c'est ping-pong entre les débords, point barre. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un range dans un range, étant donné qu'en données hebdomadaires, voilà, on a un range qui est en cours de formation, avec notre grosse zone de support située à 1760, 1750. Range hebdomadaire. Bon, prudence si on enfonce ce niveau, car là, ce sera une dégringolade, à mon avis, vers les 1780. Mais pour l'instant, phase de stabilisation, de consolidation, le marché hésite, le marché se cherche. De ce fait, je vous invite à opérer en mode ping-pong, achat sur la borne basse, vente sur la borne haute et attendre la cassure
pour se positionner et prendre le train dans le prochain mouvement directionnel. En daily, effectivement, on est sur notre zone 1750-1760. Bon, bah, on ne short pas un support, on attend sa cassure. Et encore une fois, si on affine effectivement en données 4 heures, eh bien la borne basse correspond la borne basse de range 4 heures correspond à notre grosse zone de support ici. Et là, j'aime bien les chandeliers. Pareil, le RSI, une nouvelle fois, si on relie tous les points bas du RSI, le RSI qui est venu prendre appui sur l'oblique, avec un beau marteau, un avalement. Bon, le marché pourrait, pour l'instant, je pense, tenir son niveau de support, très clairement. Il faudra, une nouvelle fois, surveiller la cassure de ce range. Si on clôture forcément sous les 1750, 1745 en daily, eh bien, j'opterais pour une accélération baissière. Alors que ici, un double creux pourrait une nouvelle fois se mettre en place. Le Brent. En route pour les 80 $. Voilà. On est bien parti. On est bien parti pour aller chercher la zone, l'objectif final à 80 $. À surveiller la clôture en données weekly, bien évidemment, mais dans l'ensemble, le pétrole évolue dans une dynamique haussière bien en place. La cassure Tenkan Kijun invitait très clairement une poursuite du flux. Et là, je ne vois pas d'autres obstacles. Notre oblique mensuel, voilà, le marché est en train de percer cet oblique. Chikou n'est plus gêné par le nuage ni par les prix. Bon, prochain objectif, ce serait les 80 $. Très clairement, le TP2 que j'avais depuis plusieurs séances maintenant, à la suite de la sortie par le haut de ce canal. C'est haussier, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On empile de belles bougies vertes. Aucun chandelier de retournement, aucun signal baissier. Pas d'alerte baissière dans l'immédiat. Les acheteurs gardent la main. Peut-être un biseau, effectivement, on est sur un haut de biseau ici, mais je ne m'amuserai pas à vendre le pétrole maintenant, très clairement. J'attendrai au moins la prochaine zone de prix. Et là, en données 4 heures, on a un beau trend haussier, aucun chandelier de retournement, c'est haussier. Bon, je ne change pas mon fusil d'épaule et je vise toujours les 79,50, 80 $ sur le pétrole Brent. Le WTI. C'est la même chose, seulement qu'on a eu une sortie de range par le haut. Donc là, objectif 74,70. En données weekly, on n'a pas d'informations très pertinentes. Voilà. Pour moi, le gros niveau se situe à 74,70. Effectivement, ce sera les sommets ici de 2018. Mais sinon, comme sur le Brent, hein, c'est haussier, tout simplement. C'est haussier, sortie de range par le haut, donc breakout, objectif 74,70. L'idéal, ce serait les 78. Et là, ce serait la zone, selon moi, de vente idéale sur le pétrole WTI. Donc, à court terme, haussier, les acheteurs gardent la main. Prochain objectif, 74,70. Zone de vente idéale, 78, 77 $. En données 4 heures, bon,
des plus bas, des plus hauts, de plus en plus hauts, cassure des anciens plus hauts. On manque clairement pas de carburant sur le Brent, donc même constat sur le WI, même constat que sur le Brent, poursuite de la dynamique haussière. Pour terminer les crypto-monnaies avec le Bitcoin, plombé encore une fois par les annonces de la Chine. La Banque populaire de Chine a déclaré que les institutions financières ne sont pas autorisées à offrir un service en crypto-monnaie. Bon, on est habitué maintenant depuis 2015 aux déclarations de la Chine. On sait que la Chine est anti-crypto-monnaie, mais néanmoins, le marché réagit quand même face à ces nouvelles-là. Pour autant, ce n'est pas ça qui va, à long terme, plomber le marché. Encore une fois, prise de recul, mettez-vous en échelle logarithmique et vous verrez qu'à chaque fois que la Chine a fait des annonces, certes, le marché s'est peut-être un peu cassé la figure, mais on est toujours reparti de plus belle derrière. Maintenant, une nouvelle fois, retour sur le niveau de support. Et c'est bien dommage, car ce matin, c'était bien parti. On a eu un bel avalement haussier. Hier, on avait cassé la zone. Ce matin, ça commençait à bien partir. Et là, on retombe. Donc, une nouvelle fois, il faut travailler les zones. Pourquoi pas sur excès, venir chercher le bas du nuage. Voilà, on arrive sur un beau niveau, que ce soit en hebdomadaire ou en daily, le bas du nuage et la zone de prix des 41 000 $. Pour cela, maintenant, il va falloir affiner en données 4 heures. Et je pense que le BTC pourrait une nouvelle fois évoluer dans un range intermédiaire. Donc là, on est enfermé dans un biseau pour l'instant, mais voilà comment je vois les choses tant que la zone des 41 000 $, 40 750 ne cède pas sous la pression vendeuse. Un range à venir. Donc là, pour l'instant, effectivement, on a une belle bougie fluidirectionnelle, un peu tôt pour se positionner sur le BTC. Il faudrait affiner avec des unités de temps un peu plus courtes, horaires, voire 15 minutes. Là, clairement, bon, on empile des bougies baissières, mais on arrive sur notre zone. À surveiller. Maintenant, là, je ne peux pas vous dire en avance si la zone va tenir ou pas. Que ce soit en données horaires ou 15 minutes, c'est rouge. On empile des bougies rouges. Toutefois, on arrive dans la zone. Une nouvelle fois, pour moi, c'est un niveau à travailler tant que le support ne cède pas. On pourrait même très bien faire un excès sur mèche, mais ce niveau, pour moi, c'est le pivot clé à tenir. Voilà, excès pour venir chercher la moyenne mobile 50 en hebdomadaire, mais sinon, tant que ce niveau tient, finalement, vous ne passerez pas vendeur sur le BTC. L'Ethereum, pour terminer. Bon, là, on a enfoncé la zone, encore une fois, un peu comme ici. On enfonce la zone. Prise d'appui, enfin, support intermédiaire aux alentours des 2685. Et encore une fois, range peut-être à venir, surtout en données 4 heures. Voilà. À surveiller, comme pour le BTC, seulement que le BTC, lui, est dans sa zone de prix. Là, on est en dessous. Mais potentiellement un range à surveiller. Et pourquoi pas sur excès venir taper la borne basse du canal une nouvelle fois. Finalement, venir un peu plus bas, ici. En tout cas, pour l'instant, c'est trop tôt pour se positionner à l'achat.
et trop tard pour se positionner à la vente. On perd quand même déjà quasiment 13%, bien au contraire. Plutôt chercher sur des niveaux clés un rebond de l'Ethereum. Après 13%, une chute de 13%, on pourrait s'attendre à un excès et un rebond à venir. Et le mieux, ce serait d'affiner en données horaires pour avoir un peu plus d'indications. Voilà, range à venir. Ici, on positionne le bas du range. Ce serait par ici. Donc là, pour moi, le niveau des 2700, 2721 à surveiller pour tenter des achats éventuellement et sur excès baissier. Voilà. Venir taper la bande basse du canal, coupler un peu avec la bande basse de ce range, et puis derrière essayer d'affiner sur des unités de temps plus courtes, éventuellement voilà, la formation d'une divergence aussi qu'on pourrait avoir en données 15 minutes. Voilà les indications en tout cas que je peux vous donner sur le BTC et l'Ethereum. Pour terminer, j'aimerais bien voir en données mensuelles. Bon. On est quand même au-dessus de Tenkan, au-dessus de Kijun. Pas d'éléments très intéressants en tout cas, mais plutôt à affiner vos points d'entrée en données 15 minutes, 1 heure et peut-être 4 heures sur le BTC. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end. Soyez prudents sur les marchés et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un point complet sur la planète finance.